Comment rester en bonne santé? Plutarque. Médecine et philosophie. Motion. Alors comme ça, Zeuxippe, tu as refusé hier au médecin Glaucos de prendre part à vos débats philosophiques. Zeuxippe. Non, mon cher Mochion, je ne lui ai pas refusé de prendre part à nos débats, auxquels d'ailleurs il ne voulait pas se joindre. Craignant son esprit querelleur, j'ai préféré éviter de lui donner prise. Car notre homme a beau, comme dit Homère, en valoir à lui seul beaucoup d'autres. Pour ce qui est de la médecine, il n'est pas favorable à la philosophie. Il y a toujours dans ses paroles quelque chose de dur et de désobligeant. Là encore, il venait à notre rencontre, en nous criant de loin que c'était un scandale, une honte, que nous avions eu l'audace de violer les frontières en discutant d'une saine hygiène de vie. Il affirmait en effet que les domaines des médecins et des philosophes sont aussi éloignés l'un de l'autre que les terres de Mysiens et des Phrygiens. Puis il mit en pièces certains de nos propos qu'il avait sans cesse à la bouche, propos formulés sans grand soin, mais non dénués d'utilité. Mochion. Eh bien moi, Zeuxippe, j'aurai plaisir à les entendre, et j'en écouterai volontiers d'autres d'une oreille attentive. Zeuxippe. C'est parce que tu es enclin à la philosophie, Mochion. Tu t'irrites contre un philosophe qui ne manifeste aucun goût pour la médecine, et tu t'indignes s'il pense qu'il vaut mieux pour lui se montrer occupé, à étudier la géométrie, la dialectique et la musique, plutôt qu'à vouloir chercher et savoir tout ce qui a pu se passer de bon et de mauvais dans le palais, c'est-à-dire dans son corps. Tu verras toutefois davantage de spectateurs dans les théâtres, où l'on donne au public de quoi payer sa place, comme c'est le cas à Athènes. Or, parmi les arts libéraux, la médecine n'a pas moins de finesse, de distinction et d'agrément qu'un autre. Elle fait de plus un don considérable à ceux qui l'étudient avec amour en leur offrant le salut et la santé. Il ne faut donc pas reprocher aux philosophes qui envisagent cette question de franchir les frontières, mais les blâmer s'ils n'estiment pas de leur devoir, une fois ces frontières totalement abolies, de chercher à s'illustrer en poursuivant dans un même débat la nécessaire et l'agréable, comme dans un seul pays commun. Mochion. Mais laissons là Glaucos, mon cher Zeuxippe. Sa gravité affectée le pousse à vouloir se suffire à lui-même, sans faire appel à la philosophie. Expose-nous plutôt tous les points de votre discussion. Commence, si tu veux, par les propos auxquels Glaucos s'est attaqué. Ceux que vous avez formulés, dis-tu, sans grand soin. Gardez les extrémités chaudes. Zeuxippe. Eh bien, notre compagnon rapportait qu'il avait entendu dire qu'il était essentiel pour la santé d'avoir toujours chaud aux mains, de ne pas les laisser se refroidir, qu'au contraire, le refroidissement des extrémités en refoulant la chaleur vers le centre du corps. L'habitué ou le prédisposé d'une certaine manière à la fièvre. Il avait appris aussi qu'il était sain que la substance fût détournée vers la surface en même temps que la chaleur, entraînée en répartie ainsi dans l'ensemble du corps. Par conséquent, si nous utilisons nos mains en les occupant à un travail quelconque, le mouvement y amènera lui-même une chaleur qu'elles garderont. Mais si nous cessons ce genre d'activité, il ne faut qu'à laisser le froid gagner nos extrémités. S'habituer à la nourriture des malades. C'était l'un des points qui furent raillés. Le second, je crois, concernait les aliments que vous donnez à vos malades. Notre ami conseillait en effet d'en consommer et d'y goûter le temps à autre, pour s'y habituer tant qu'on est en bonne santé, et ne pas faire comme les petits enfants qui les craignent et les tiennent en horreur. Il faut à l'inverse que notre appétit s'y accoutume, progressivement, qu'il les trouve naturels pour éviter, si la maladie nous assaille, que ces mets ne vous répugnent comme des médicaments, et que nous nous fâchions de recevoir une nourriture simple, chiche et maigre. Ainsi,
Il ne faut pas se reprocher de venir parfois à table sans être baigné, de prendre de l'eau alors qu'il y a du vin, de boire chaud en été alors qu'on a de l'eau glacée à portée de main. Quant aux abstinences ostentatoires et hypocrites, en voyant les promener, elles et l'orgueil qui va avec. C'est par nous-mêmes, en silence, que nous devons habituer du même coup, notre appétit à se soumettre facilement à ce qui est profitable et extirper de notre âme, longuement à l'avance, la petitesse dont elle fait preuve quand nous tombons malades. Cette tendance à se lamenter en déplorant à grands cris de devoir quitter des plaisirs élevés et désirables pour un régime quelconque et modeste. Choisis la vie la plus honnête, l'habitude la rendra douce. Comme c'est juste, si l'on peut tirer un certain profit de cette sentence dans n'importe quel domaine, ces mots sont du plus grand secours lorsqu'on fait soi-même l'expérience des régimes qui concernent le corps. Il est bon de prendre une habitude qu'on est en parfaite santé afin de rendre ces régimes agréables, familiers et naturels. On se souviendra des sentiments et des réactions de certains malades qui s'irritent et s'indignent lorsque l'on sert de l'eau chaude, de la bouillie ou du pain de from. Ils qualifient ces aliments de répugnants, d'exécrables, en traitant également ceux qui les leur imposent de répugnants et de malveillants. Un bain a aussi tué bien de gens qui n'allaient pas si mal à l'origine, sauf qu'ils ne pouvaient supporter ou accepter de manger sans être baignés. Au dire de ceux qui l'ont soigné, l'empereur Titus fut de ce nombre. La modération. On a ajouté dans la même ordre d'idées que les choses les plus simples sont toujours les plus saines pour le corps. Il faut donc veiller avant tout à ne pas se gaver, s'enivrer et se livrer au plaisir si l'on se prépare à une fête. Si l'on projette un banquet entre amis, ou si l'on doit prendre place à la table d'un roi ou d'un grand, avec les inévitables mondanités qui en découlent. C'est comme si l'on profitait de l'accalmie pour rendre le corps alerte et léger à l'approche des vagues et du vent. Car ce n'est pas une mince affaire que de conserver sa modération habituelle au sein d'une joyeuse assemblée, sans passer aux yeux de tout pour un fâcheux personnage, un insupportable casse-pied. Ainsi, afin de ne pas mettre feu sur feu, comme on dit, festin sur festin, beuverie sur beuverie, il faut s'efforcer d'imiter la finesse dont Philippe a fait preuve en se tirant, non sans esprit, de la situation suivante. Un homme l'avait un jour invité à dîner à la campagne, pensant qu'il serait un petit comité. Mais l'hôte fut tout embrassé lorsqu'il vit arriver avec plus de convives qu'il n'avait prévu de victuailles. Philippe s'en aperçut et ordonna discrètement à chacun de ses amis de garder une place pour le gâteau. Ils obéirent, et, dans l'attente du dessert, mangèrent modérément des mets qu'on leur servit. Le repas fut ainsi suffisant pour tout le monde. Voilà comment se préparer aux obligations que l'on rencontre nécessairement en société. Il faut garder de la place pour un ragoût, une pâtisserie, et s'enivrer par Zeus, en y apportant un appétit facile et tout frais. Savoir refuser. Mais si de telles contraintes nous prennent soudain au dépourvu, alors que nous avons l'estomac lourd et que nous sommes mal disposés, si de grands personnages nous invitent ou si des hôtes arrivent à l'improviste et qu'une fausse honte nous oblige à nous joindre à des gens bien portants et à boire avec eux. C'est à ce moment-là, surtout, qu'il faut se préparer à combattre la honte qui nuit gravement aux hommes. C'est alors qu'il faut se préparer à lutter contre ce faux respect en reprenant les mots de Créon dans la tragédie. Mieux me vaut être odieux aujourd'hui, mon hôte, que de gémir demain pour m'être laissé fléchir. En effet, risquer une pleurésie ou une congestion cérébrale par crainte de passer pour un rustre, c'est vraiment en être un. C'est le fait d'un homme grossier, privé de bon sens et de raison, ne sachant s'entretenir avec les gens qu'en vidant coupe sur coupe dans l'odeur des viandes rôties. Car si nous savons décliner en faisant preuve de finesse et d'esprit, ce refus sera aussi bien reçu que notre complaisance.
D'autre part, si celui qui t'offre un festin comme on offre un sacrifice auquel on ne doit pas toucher, s'abstient lui-même d'y goûter, alors qu'il a devant lui des coupes pleines et une table bien garnie. S'il plaisante en même temps sur son propre compte avec entrain et bonne humeur, il sera plus agréable aux yeux des convives que celui qui se grise et se gave avec eux. Parmi les grandes figures du passé, notre ami évoque Alexandre. Un jour, après avoir bien bu, ce dernier s'enivra de plus belle, par honte de ne pas relever le défi lancé par Médius et le paya de sa vie. Parmi les hommes de notre époque, ce même ami mentionna le lutteur Régulus. Invité par l'empereur Titus, se baignait au point du jour. Il alla se baigner avec lui. Il but ensuite une coupe, une seule, à ce que l'on dit, et mourut aussitôt d'apoplexie. Tels sont les propos dont Glucose se moquait et qu'il traitait de pédants. Quant aux autres, il n'avait nulle envie de les écouter, et nous n'avions plus envie de les lui exposer. Mais toi, examine bien chacun de ces points. Ne pas manger sans faim, ni boire sans soif. Socrate, le premier, recommandait d'éviter les mets qui incitent à manger sans avoir faim, et les boissons qui poussent à boire sans avoir soif. Il n'en interdisait pas purement et simplement l'usage, il enseignait à en user qu'en cas de besoin et à mettre le plaisir qu'il procure au service de la nécessité. Comme le font les hommes d'État qui utilisent à des fins militaires les fonds prévus pour les spectacles. En effet, ce qui flatte notre palais n'est approprié à notre nature qu'à condition de contribuer à nous nourrir. Il faut jouir les aliments, nécessaires ou agréables, tant que nous ne sommes pas encore rassasiés, et ne pas stimuler d'autres appétits particuliers, une fois satisfaits, ceux qui sont ordinaires. De la même manière, encore que Socrate ne considérait pas la danse comme un exercice désagréable. Celui pour qui gâteaux et friandises tiennent lieu de repas et de nourriture en n'en souffre guère. En revanche, celui qui a satisfait avec modération aux exigences de la nature et se voit rassasié doit veiller tout particulièrement à éviter ces mets. Dans ce domaine, il faut se garder de la gourmandise et de la gloutonnerie, tout comme de la vulgarité et de la quête des honneurs, car ces dernières, elles aussi, entraînent souvent les gens à manger quelque chose sans avoir faim et à boire sans avoir soif. Elles inspirent des idées parfaitement grossières et inconvénientes, en suggérant ainsi qu'il est absurde de ne pas profiter d'une chose rare et chère qui s'offre à vous comme, par exemple, des mamelles de truie, des champignons d'Italie, des galettes de Samos ou de la neige d'Égypte. Voilà sans doute ce qui pousse souvent les gens à profiter de ce qui est rare et réputé. Attirés par une vaine gloriole comme par un doux fumet, ils forcent leur corps à y prendre part. Bien qu'ils n'en ressentent nul besoin, afin de pouvoir le raconter à d'autres et les rendre aussi jaloux de ne pas avoir goûté à des plats aussi extraordinaires et aussi difficiles à se procurer. Ils adoptent d'ailleurs un comportement similaire envers les femmes en vue. Il leur arrive effectivement de reposer tranquillement auprès de leur épouse, aussi charmante qu'aimante. Mais lorsqu'ils ont payé les faveurs d'une Phryné ou d'une Laïs, et qu'ils ne sont pas en état physiquement d'assouvir leur plaisir érotique, ils stimulent leur vigueur en recourant à la débauche pour retrouver du plaisir. Tout cela par souci d'une gloire futile. En tout cas, Phryné disait elle-même à un âge avancé qu'elle faisait payer plus cher ses restes, du fait de sa réputation. N'accorder au corps que des plaisirs naturels. C'est déjà étonnant et admirable de nous en tirer sans dommage si nous accordons à notre corps les seuls plaisirs que la nature réclame, mais ça les plus encore si nous nous évertuons à lutter contre ces appétits.
Si nous temporisons en négociant à grand-peine avec ceux qui sont nécessaires, ou, comme dit Platon, si nous ne cédons pas lorsqu'ils mordent et qu'ils s'excitent, mais quand les désirs, à l'inverse, descendent de la tête vers le corps et les forcent à servir ses passions, à s'associer à leur violence, on ne peut aucunement les empêcher d'y laisser en dépôt les dommages les plus graves et les plus grands. Conséquences de plaisirs fugaces, inconscientes. Le corps ne doit en aucun cas être excité au plaisir par le désir de l'esprit, car l'origine en est contraire à la nature. Le rire que l'on déclenche dans la tête en chatouillant les aisselles ne lui est pas naturel. Pénible et semblable à un spasme. Il n'a rien de doux ni d'enjoué. De même, tous les plaisirs qu'éprouve le corps lorsque l'esprit l'agite et l'aiguillonne sont étrangers à la nature, perturbants et dérangeants. Ainsi, chaque fois qu'apparaît l'un de ces sources de plaisir rares ou vantés, il faut, plutôt que d'en jouir, tirer fierté de s'en abstenir. Tout comme Simonide disait qu'il n'avait jamais regretté de s'être tu, mais s'était souvent repenti d'avoir parlé. Nous n'avons jamais eu à nous repentir d'avoir repoussé un bon plat, ni d'avoir bu de l'eau plutôt qu'une coupe de vin de Falerne. Bien au contraire. Non seulement il ne faut pas faire violence à la nature, mais si on lui présente ce genre de mets, alors qu'elle a besoin de nourriture, il faut souvent savoir détourner son appétit vers des aliments simples et ordinaires afin de s'entraîner et de s'y habituer. Car si l'on doit violer la loi, dit à tort le Thébain, rien n'est plus noble que de le faire au nom de la royauté. Mais si l'on cherche la renommée dans le domaine de la santé, rien n'est plus noble selon nous que de se montrer modéré dans l'intérêt de celle-ci. Néanmoins, certaines personnes ont beau réduire et réprimer leurs désirs lorsqu'elles se trouvent chez elles. La petitesse et la mesquinerie les forcent à se gaver et à profiter de mets coûteux quand elles sont chez les autres. Comme si elles approvisionnaient sans ménagement en territoire ennemi. Elles repartent ensuite bien mal au point avec comme provision pour le lendemain une bonne indigestion, pris de leur avidité. Convaincus que les séditions et la tyrannie dans les cités naissent tout autant de la recherche des plaisirs et des dépenses insensées. Cratès donnait ainsi ce conseil plein d'humour: ne nous jette pas dans la désordre en augmentant sans cesse la taille du plat plutôt que les lentilles. Que chacun s'exhorte lui-même à ne pas augmenter la taille du plat plutôt que les lentilles. À ne surtout pas dédaigner le cresson et les olives pour l'omelette et le poisson. À ne pas trop manger pour éviter de jeter son corps dans la discorde, les désordres gastriques et les diarrhées. Car les mets simples et bon marché maintenant, l'appétit dans les limites qui lui impose la nature, tandis que l'art des cuisiniers, des pâtissiers est ses petits plats perfides et ses jus d'herbes épicées. Comme le dit le poète comique. Repoussons toujours plus loin les frontières du plaisir et nous détournons de ce qui est bon pour nous. J'ignore par quel mystère nous laissons esclaves et serviteurs user les drogues et les sortilèges. On peut son faux pour altérer nos plats et notre nourriture alors que nous éprouvons de l'horreur et du dégoût pour les femmes qui combinent avec adresse, filtre et sorcellerie dans l'intention de nuire à leur mari. S'attaquant aux adultères et aux dévergondés, Arcésilas disait qu'il n'y a aucune différence à être débauché par derrière ou par devant. Même si ce mot paraît certes un peu cru, il ne s'accorde pas moins avec notre sujet. Car, franchement, quelle différence y a-t-il entre le fait de recourir à des aphrodisiaques pour éveiller, exacerber la débauche en vue d'accéder au plaisir, et le fait d'exciter les papilles par des parfums et des sauces épicées, comme les éruptions galeuses qu'il faut sans cesse gratter et chatouiller. La santé est nécessaire au plaisir. Peut-être aurons-nous à faire une autre fois le procès des plaisirs en montrant quelle est en soi la beauté, la dignité de la modération. Mais notre propos aujourd'hui consiste à prendre la défense de grands et de nombreux plaisirs.
car ce dont les maladies nous privent. Ce qu'elles gâchent, ce sont moins nos entreprises, nos espoirs, nos voyages et nos distractions que nous jouissons. Par conséquent, ceux qui poursuivent avant tout leur plaisir n'ont aucun intérêt à faire fi de leur santé. De fait, on a vu bien des gens dans les infirmités leur permettre de s'adonner à la philosophie, de commander une armée, de diriger un royaume, par Zeus. En revanche, certaines jouissances, certains plaisirs physiques n'ont aucune chance de naître lorsque la maladie fait rage. Quant à ceux qui voient le jour, ils n'offrent qu'une part insignifiante de leur nature propre. Au lieu d'apparaître dans toute sa pureté, cette nature est contaminée par une foule d'éléments étrangers qui la marquent comme au sortir d'une tempête ou d'un orage, car ce n'est pas dans les corps repus par les excès cypris que tu résides. C'est plutôt dans le calme plat et l'accalmie de la chair que Crépice aboutit au plaisir, comme la nourriture et le boisson. La santé permet aux voluptés, tel le calme de la mer au halcyon, d'accoucher et de couver sous de sûrs et favorables auspices. Prodicos passe pour avoir dit avec esprit que le feu surpasse tous les autres assaisonnements. Mais on va se reprocher davantage de la vérité, on disait que la santé est l'assaisonnement le plus divin et le plus doux, car des aliments bouillis, rôtis ou frits ne procurent ni joie ni plaisir à des gens malades, ivres ou nauséeux. Tandis que, pour un corps en bonne santé, un appétit pur et frais rend tout délicieux, favorable et, comme l'a chanté Homère, ardemment désiré. La tempérance. Démade disait des Athéniens, jamais disposés à faire la guerre au beau moment, qu'ils votaient toujours la paix vêtue de leur manteau noir. De même, nous ne pensions à un régime de vie simple et sobre que lorsque nous subissions lavement et cataplasme. Une fois dans cette situation, nous nous efforçons de ne plus penser à nos erreurs. Nous résistons à nos souvenirs. Tout comme la plupart des gens incriminent l'insalubrité de tel climat ou de tel pays lorsqu'ils disent qu'ils ont peur de voyager, nous mettons hors de cause notre intempérance et notre amour du plaisir lorsque nous sommes malades. Lysimaque, tourmenté par la soif sur le territoire des Gètes, se constitua prisonnier avec ses troupes et s'exclama aussi en buvant de l'eau froide « Ô Dieu, dire que j'ai sacrifié une grande prospérité pour un plaisir aussi bref !» Comme lui, nous devons nous rappeler, quand la maladie nous assaille, que nous avons gâché bon nombre de nos plaisirs, perdu l'occasion de nous livrer à des nobles entreprises et à des charmantes distractions pour un boisson fraîche, un bain inopportun ou un moment avec une femme. Car la morsure causée par ce genre de réflexion met la mémoire à vif et, comme une cicatrice qui demeure une fois la santé retrouvée, nous rend aussi plus attentifs à notre mode de vie. En effet, un corps en bonne santé ne va pas engendrer à l'excès des désirs ardents, indociles, inhabituels et difficiles à vaincre. Mais nous devons affronter résolument les appétits qui se laissent emporter au-delà des limites et assaillent nos plaisirs. Leurs plaintes et leurs pleurnicheries ont quelque chose de faible et de puéril. Puis ils se calment, sans reproche ni dommage, dès que la table est enlevée. Au contraire, intacts et allègres, ils attendent le lendemain, sans lourdeur ni nausée. Timothée ne voulait sans doute pas dire autre chose lorsqu'il déclara, au lendemain d'un repas simple et délicat, partagé avec Platon à l'Académie, ceux qui ont dîné chez Platon s'en portent bien encore le lendemain. On raconte également qu'Alexandre renvoya un jour les cuisiniers de la reine Ada en affirmant qu'il avait toujours de meilleur avec lui. Une marche nocturne en vue du petit déjeuner et un petit déjeuner frugal en vue du repas de midi. Les excès favorisant la maladie.
Je n'ignore pas que les hommes sont aussi pris de la fièvre sous le coup de la fatigue, de la chaleur et d'un refroidissement de leurs extrémités. Mais tout comme le parfum des fleurs est faible en soi et acquiert force et intensité lorsque l'on mélange à l'huile. De même, la satiété donne corps et substance, pour ainsi dire, aux causes et aux origines externes de la maladie. Sans une telle abondance, ces dernières demeurent inoffensives. Elles disparaissent et se dissipent facilement lorsqu'un sang limpide et un souffle pour répondre à l'agression. Mais lorsqu'il y a satiété et surabondance, une espèce de boue se trouve alors remuée, rend tout durablement impur et pénible. Aussi, n'imitons pas ces admirables capitaines qui, par cupidité, embarquent des tas de marchandises et passent ensuite leur temps à écoper l'eau de mer qui s'accumule au fond de leurs navires. N'allons donc pas remplir et alourdir notre corps pour devoir ensuite le purger et le laver. Veillons plutôt à ce qu'il reste leste pour qu'il puisse remonter comme du liège, du fait de sa légèreté si jamais il se trouve accablé. Tenir compte des symptômes. Mais il faut surtout se montrer vigilant lorsque l'on perçoit les premiers symptômes et qu'on presse le mal. En effet, toutes les maladies ne nous attaquent pas. En silence, car Zeus les voulut, muettes en sa sage prudence, comme la chante Hésiode. Non, la plupart sont annoncées par des lassitudes et des indigestions, comme par des messagers, des héros et des avant-coureurs. Les pensenteurs et la fatigue spontanée, dit Hippocrate, sont signes de maladie, car une abondance intérieure paraît gêner et obstruer la circulation du souffle autour des nerfs. Toutefois, bien que leur propre corps entre presque en résidence pour les forcer à se mettre au lit et à reposer, certaines personnes mues par la gloutonnerie et le goût du plaisir se ruent au bain et se hâtent d'aller trinquer, comme si elles allaient s'approvisionner pour un siège et craignent d'être surprises par le fièvre d'avant tout dîner. D'autres, plus raffinés, ne cèdent pas à cette rage, mais, de manière plus stupide encore, par honte de rester habillées toute la journée et de reconnaître qu'elles ont trop bu ou trop mangé, acceptent l'invitation de ceux qui se rendent au gymnase. Elles se lèvent, se déshabillent et se livrent au même exercice que les gens bien portants. Mais la plupart se laissent persuader par un proverbe en accord avec l'intempérance et la mollesse. Proverbe qui les incite à se lever et à retourner sans vergogne à leurs habitudes, dans l'espoir de chasser et dissiper le vin et l'ivresse par l'ivresse. Opposons donc à cet espoir la circonspection de Caton, que ce grand homme exprime ainsi. Rendre les grandes choses petites et supprimer complètement les petites. Ajoutons-y la conviction qu'il vaut mieux supporter inutilement la privatisation et le repos plutôt que de prendre ces risques en se précipitant au bain ou à table. En effet, si nous souffrons de quelque chose, notre manque de vigilance et de retenue nous nuira. Si tout va bien, notre corps ne pâtira pas de ces restrictions et de ces purges. Mais celui qui, de manière puérile, craint de montrer à ses amis et à ses serviteurs qu'il est indisposé pour avoir trop bu ou trop mangé, honteux d'avouer qu'il souffre aujourd'hui d'indigestion, devra bien avouer demain qu'il est pris de diarrhée, de fièvre ou de colique. La honte la plus honteuse à supporter est celle de l'indigence. Mais il est plus dégradant encore de supporter les indigestions et les lourdeurs d'un corps rassasié que l'on traîne au bain comme on traîne à la mer un bateau pourri qui fait d'eau de toutes parts. Certains navigateurs, en effet, honteux de rester à terre par gros temps, s'embarquent et se conduisent ensuite au large de la manière la plus honteuse en criant au vomissement. De même, ceux qui trouvent dégradant au premier soupçon, au premier symptôme de mal,
de passer une journée alitée et de ne pas se faire servir à table gardent le lit plusieurs jours de la façon la plus honteuse. Ils subissent, purgent et cataplasment, flattent les médecins, les entourent de soins, demandent du vin ou de l'eau fraîche, et se permettent de dire et faire toutes sortes de choses absurdes et méprisables dictées par la peur et la douleur. Quant à ceux qui les pla- Quant à ceux que les plaisirs rendent incapables de se maîtriser et qui se laissent fléchir ou entraîner par leurs désirs, il est bon de leur apprendre, de leur rappeler que c'est par le corps que les plaisirs sont le plus souvent satisfaits. Nourriture et plaisir. Comme tous les lacédémoniens, se contentent de fournir au cuisinier le sel et le vinaigre en lui enjoignant de chercher le reste dans l'animal immolé. C'est dans le corps de celui qui mange qui se trouvent les meilleurs assaisonnements, à condition que ce corps soit purgé et bien portant. Car chaque mets est cher ou sucré en soi. Indépendamment de celui qui le mange, il ne devient foncièrement, naturellement, agréable qu'une fois avalé par celui qui en tire agrément, dans la mesure où ce dernier règle sa vie sur la nature. En revanche, chez les gens difficiles, mal en point ou souffrant d'un excès de vin, tout perd son charme et sa fraîcheur propre. C'est pourquoi il ne faut pas regarder si le poisson est frais, si le pain est blanc, le bain chaud, ou la courtisane bien faite, mais plutôt si l'on n'a pas soi-même l'estomac barbouillé, embarrassé, délabré ou retourné, sinon, de même que des noceurs enivrés s'introduisent dans une maison en deuil, n'y apportent ni gaieté ni plaisir, mais suscitent plainte et lamentation, de même des plaisirs de la chair et de la table, les bains et le vin, s'en mêlent à ce qui est déjà troublé et corrompu, dans un corps malade et privé de son état naturel, y excitent le flegme et la bile, jetant la confusion et ajoutant au désordre pour ne produire aucun plaisir notable, aucune jouissance, rien de conforme à nos attentes. Éviter un régime trop strict. Un régime de vie établi, avec une précision pointilleuse, réglé à la perfection, rend certes le corps fragilisé et timoré, mais il rabaisse aussi la fierté de l'âme elle-même. Celle-ci se met alors à se défier de tout, à redouter toute activité, toute manière de passer le temps, qu'il s'agisse des plaisirs ou du travail, et n'aborde plus rien avec confiance et hardiesse. Le corps est comme une voile de bateau qu'il ne faut pas réduire et carguer complètement par beau temps, ni manœuvrer de manière négligente et nonchalante si l'on redoute un danger. Il faut le laisser un peu aller en veillant à ce qu'il reste leste. Comme je l'ai déjà dit, sans attendre les indigestions, les diarrhées, les montées de tempérance et les assoupissements. Certaines personnes, déconcertées par leur apparition comme par l'activité d'un messager ou d'un huissier, se restreignent à grand-peine tandis que la fièvre est déjà à leur porte. Il faut s'en garder beaucoup plus tôt, avant la tempête, car sur la promontoire soufflait le vent du nord. Observez les signes prémonitoires. En effet, il est absurde de prêter attention au croissement des corbeaux, au gloussement des poules et à l'agitation furieuse des porcs dans leurs bourbiers. Comme disait Démocrite, pour en tirer des présages sur le vent ou la pluie, et de ne pas anticiper ni guetter les troubles, les soubresauts de notre corps et les premiers symptômes qui l'affectent, sans y déceler les signes d'une tempête intérieure sur le point d'éclater. Ainsi, il ne suffit pas de veiller sur le corps pour voir s'il s'ordonne à la nourriture et aux exercices à contre-cœur et sans ardeur, contrairement à ses habitudes. Ou s'il ressent, en revanche, une soif et une faim qui ne sont pas naturelles. Il faut aussi tenir compte du sommeil, observer s'il est calme et continu, sans intermittence, ni interruption, tout en suscitant de l'étrangeté des songes qui, si leurs images sont bizarres et insolites, trahissent en nous un trouble du souffle,
une surabondance ou un épaississement des humeurs. En outre, les mouvements de l'âme signalent eux aussi que le corps risque de tomber malade, car on est souvent pris de peur et de découragement irraisonnés qui n'obéissent à aucune cause visible et éteignent tout à coup nos espoirs. On devient alors acerbe, irascible et susceptible. Au fond, on larme, on se tourmente chaque fois que des vapeurs mauvaises et des exhalations amères viennent se mêler aux révolutions de l'âme, comme dit Platon. Par conséquent, les gens auxquels ce genre de choses arrive ne doivent jamais perdre en vue qu'en l'absence de cause d'ordre moral, il en existe une ordre physique qu'il convient de réduire ou atténuer. Tirer leçon des malades de nos amis. Il y est très utile, lorsqu'on rend visite à des amis malades, de s'enquérir des causes de leur maladie. Il ne s'agit pas de parler de manière pédante et importune d'obstruction, d'irruption et de caractère commun pour montrer que l'on connaît les écrits et le vocabulaire des médecins. Non, il faut prêter une oreille attentive à ces détails banals et insignifiants. Que sont l'excès de nourriture, l'insolation, la fatigue et l'insomnie, sans oublier surtout le mode de vie qui suit le malade lorsque la fièvre l'a saisi. Prenons ensuite exemple sur Platon. Celui-ci, lorsqu'il rentrait chez lui, ne manquait jamais de se dire en pensant aux erreurs des autres: ne serais-je pas comme eux, moi aussi? Au spectacle des défauts de nos voisins, corrigeons les nôtres, soyons sur nos gardes et souvenons-nous de ne pas commettre les mêmes erreurs pour éviter d'avoir à célébrer cette précieuse santé, objet de nos regrets une fois cloués au lit. C'est la souffrance des autres qui nous ouvrira les yeux sur le prix inestimable de la santé et sur la nécessité de la conserver en prenant soin de nous, en nous ménageant. Il n'est plus mauvais non plus de considérer notre propre hygiène de vie en la comparant à la leur. En effet, même si nous avons été entraînés à boire et à manger, à nous livrer à des travaux fatigants et d'autres excès sans que le corps laisse soupçonner et pressentir que la maladie nous guette. Il ne faut pas moins nous surveiller et nous prémunir. Restons au calme et reposons-nous après avoir fait l'amour ou quelques efforts pénibles. Buvons de l'eau après avoir festoyé et pris du vin. Mettons-nous à la diète, surtout, et ne laissons pas notre corps aucun résidu superflu après avoir mangé des mets lourds, de la viande ou des plats recherchés. Car ces excès sont eux-mêmes la cause des biens des maladies et viennent renforcer, alimenter les autres causes. C'est la raison pour laquelle on a dit fort justement que le meilleur moyen de rester en bonne santé consiste à ne pas manger jusqu'à la satiété, à ne pas travailler jusqu'à l'épuisement et à conserver sa substance séminale. De fait, la luxure augmente les résidus et provoque une surabondance dans la mesure où elle diminue tout spécifiquement notre capacité à assimiler la nourriture. Exercice pour les lettrés. Reprenons donc chaque point depuis le début. Considérons d'abord les exercices adaptés aux lettrés. De même que celui qui dit n'avoir rien à apprendre aux habitants du littoral en matière de bateaux à montrer par là ce qu'il faut faire, on pourrait dire que l'on n'a rien à apprendre aux lettrés en matière d'exercice. L'usage qu'ils font de la parole en déclamant tous les jours constitue en effet un exercice admirable, non seulement pour la santé, mais aussi pour la force. Je ne parle pas de la force du lutteur, qui rend le corps au dehors aussi ferme et épais que les murs d'une maison. Je parle de cette force qui engendre une vigueur intérieure et une énergie réelle dans les parties les plus vitales et les plus importantes. Que le souffle donne la force, c'est en effet ce que prouvent les maîtres du gymnase, lorsqu'ils ordonnent aux athlètes de résister aux frictions et de retenir leur respiration en contractant toujours les parties de leur corps que l'on masse et que l'on pétrit. La voix étant un mouvement de souffle, si on la fortifie au niveau des viscères, à sa source pour ainsi dire, plutôt que de manière superficielle, on verra qu'elle augmente la chaleur, éclaircit le sang, nettoie chaque veine,
ouvre chaque artère et empêche toute condensation, toute solidification d'humeur superflue qui forme comme un dépôt tous les organes qui reçoivent et digèrent la nourriture. Aussi devons-nous spécialement nous habituer à cet exercice et nous le rendre familier en parlant sans arrêt. Mais si nous soupçonnons notre corps d'être un peu faible ou un peu las, nous exerçons notre voix en lisant ou en déclamant. En effet, la lecture est à la discussion ce qu'un trajet en litière est un exercice. Comme sur un véhicule formé des mots d'autrui, elle promène mollement la voix et la porte en la ballottant doucement. La discussion, elle, apporte en plus la lutte, l'impétuosité, puisque l'esprit et le corps y joignent leurs efforts. Gardons-nous toutefois des cris passionnés et convulsifs, car les exaltations irrégulières et les efforts respiratoires provoquent spasmes et déchirures. Avant la promenade et après une lecture ou une discussion, on aura recours à des frictions d'huile tiède pour assouplir les chairs, arriver autant que possible au contact des viscères. Régulariser doucement le souffle et le diffuser jusqu'aux extrémités. On prolongera la durée de ces frictions s'il entend qu'elles seront sans douleur et agréables au sens. En effet, lorsque le trouble intérieur et la tension du souffle se trouvent ainsi calmés, les résidus ne nous accommodent pas. Et si un contretemps ou une nécessité quelconque nous empêche d'aller nous promener, ce n'est pas un problème, car la nature a reçu son dû. C'est pourquoi il ne faut pas prendre prétexte d'une traversée ou d'un séjour dans une auberge pour garder le silence. Même si tout le monde en rit, effectivement, là où il n'y a pas à honte à en manger, il n'y a sans doute pas de honte non plus à s'exercer. Mais il est plus honteux d'éprouver de la crainte et de la gêne devant des marins, des muletiers et des aubergistes qui se moquent moins facilement d'un joueur de paume ou d'un lutteur qui s'entraîne seul, d'un lettré qui déclame. Même si ces exercices le conduisent en même temps à instruire les autres, à chercher, à apprendre et à cultiver sa mémoire, Socrate disait qu'une salle à manger de 7 lits suffit pour qu'un danseur s'y exerce. Mais celui qui s'entraîne à chanter ou à parler debout ou couché trouvera partout un lieu approprié. Veillons seulement à une chose. Si nous avons conscience d'être fatigués ou d'avoir abusé des plaisirs de la table ou de la chair, ne forçons pas notre voix. C'est ce qui arrive à bon nombre rhéteurs et de sophistes qui se laissent entraîner à débattre contre leurs intérêts. Les uns par gloriole et ambition, les autres pour des questions d'argent ou de lutte politique. Alors qu'ils enseignent la rhétorique en Galatie, notre ami Nigoros avala un jour une arête de poisson. Or, voilà qu'apparut un autre rhéteur étranger qui se mit à haranguer la foule. Redoutant de se voir rabaissé au second rang, Nigros déclama avec son arête fichée dans la gorge. Il en résulte une inflammation grave et tenace. Notre sophiste ne put en supporter la douleur et subit une profonde incision externe. Bien que l'ouverture permit de retirer l'arête, la plaie s'infecta, suppura et emporta Nigros. Mais c'est un point selon lequel nous pourrions revenir plus tard quand notre propos l'exigera. Préférer les bains chauds. Prendre un bain froid après avoir fait de l'exercice est une pratique moins saine qu'ostentatoire et puérile, car l'insensibilité aux agressions extérieures et la résistance du corps qui semble en découler nuisent davantage aux organes internes dans la mesure où elles resserrent les pores, figent les humeurs et condensent les exsudations, qui ne demandent qu'à être libérées et dispersées. En outre, les adeptes des bains froids sont obligés de revenir à la rigueur et à la précision absolue de cette hygiène de vie que nous cherchons à éviter. Il leur faut sans arrêt veiller à ne pas l'enfreindre, puisque l'on doit aussitôt rendre compte amèrement de la moindre infraction. En revanche, les bains chauds sont très indulgents. Ils sont en effet bien plus utiles à la santé qu'ils n'ôtent de force et de vigueur. Ils suppriment les fatigues latentes, prélude à la digestion, la facilitent
et contribue à dissoudre sous peine des aliments qui y échappent, à condition du moins que ces derniers ne soient pas complètement crus et ne restent pas tout en haut de l'estomac. Toutefois, lorsque la nature nous fait comprendre que notre corps se porte parfaitement et qu'il ne souffre d'aucun excès, renonçons au bain. Il vaut mieux se faire frictionner d'huile devant le feu si l'organisme a besoin d'être réchauffé, car il détermine de lui-même la température qu'il lui faut. Le soleil, lui, ne permet de faire plus ou moins grand usage de sa chaleur. On ne peut la prendre que telle qu'elle est mêlée à l'air. Mais assez parlé des exercices. La nourriture. Venons-en maintenant à la nourriture. Si les remarques formulées plus haut sur la manière d'apprivoiser et de calmer nos appétits sont de quelque secours, il nous faut donner d'autres conseils qui s'inscrivent dans leur suite. Mais s'il est tout aussi difficile de gérer un estomac qui s'est libéré de ses chaînes, pour ainsi dire, et de quereller avec un ventre qui n'a pas d'oreille, comme disait Caton, il faut essayer par toutes sortes de moyens de rendre la quantité de nourriture plus légère pour l'estomac par la qualité des aliments. Les viandes, les fromages, les figues sèches et les œufs durs, par exemple, sont des mets solides et nourrissants. On en prendra avec précaution, car ce n'est pas une mince affaire que de toujours les refuser. Il faut s'attacher aux aliments légers et maigres, comme la plupart des légumes, la volaille et les poissons dont la chair n'est pas grasse, car on peut très bien assouvir agréablement l'appétit avec ces mets sans surcharger l'estomac. On redoutera en revanche par-dessus toutes les indigestions de viande. Elles alourdissent beaucoup au début et laissent ensuite derrière elles un résidu néfaste. Le mieux est d'habituer notre corps à ne plus en avoir besoin de tout. La terre fournit en effet quantité d'aliments grâce auxquels nous pouvons non seulement nous nourrir, mais dont nous retirons aussi plaisir et jouissance. Et nous permet d'en utiliser certains immédiatement, sans effort, et d'en rendre d'autres plus savoureux par des préparations et des mélanges divers et variés. Mais puisque l'habitude est devenue quelque chose, une nature contraire à la nature, la viande ne doit pas servir à satisfaire notre appétit comme chez les loups et les lions. Elle doit plutôt venir en support et en appui à notre alimentation, si l'on peut dire. Il faut recourir à d'autres aliments et d'autres mets plus naturels pour notre corps, à des plats qui émousseront moins les facultés logiques de notre appétit, de notre esprit. Celle-ci se nourrissant, telle une flamme, de matière simple et légère. La boisson. En ce qui concerne les liquides, le lait ne doit pas être pris comme une boisson, comme un aliment à forte valeur nutritive. Pour ce qui est du vin, il faut reprendre ce qu'Euripide dit à Aphrodite, « Puisses-tu m'appartenir, mais avec tempérance, et ne pas me quitter. » De fait, le vin est le plus utile des boissons, le plus agréable des remèdes, le moins écœurant des délices, à condition que le tempérer en le coupant avec de l'eau, mais plus encore par un usage opportun. Qu'on le mêle au vin et qu'on en boive pur entre 2 gorgées de ce mélange. L'eau rend l'alcool moins nuisible. Il faut donc s'habituer dans le cadre de notre régime quotidien à en prendre 2 ou 3 coupes. On atténuera ainsi la force du vin et l'on habituera notre corps à boire de l'eau afin qu'il n'en trouve pas troublée et ne la refuse pas s'il ne voit la nécessité d'en prendre. Il arrive en effet que certaines personnes se tournent avant tout vers l'alcool alors qu'il leur faudrait plutôt boire de l'eau. De fait, après avoir attrapé une insolation ou un refroidissement, après avoir parlé et pensé avec une ardeur et une concentration particulière, bref, après les luttes et les fatigues, certaines personnes s'imaginent qu'il leur faut prendre du vin sous prétexte que la nature réclame un certain bien-être dans le corps et un changement après l'effort. Mais la nature ne réclame aucun bien-être. Si l'on fait de ce terme un synonyme mollesse, en revanche, elle réclame un changement que nous met dans un état intermédiaire entre le plaisir et la peine. C'est pourquoi, dans telles circonstances, il faut à la fois manger moins et bannir complètement le vin, ou en prendre seulement de tel à autre, largement coupé et noyé par l'eau
que l'on aura pris l'habitude de boire. Par sa violence et son aigreur, il amplifie en effet les troubles physiques, irrite, exacerbe les parties atteintes par le mal, alors qu'elles ont besoin de réconfort et de soulagement que l'eau et la pluie a de même procuré. De fait, si nous buvons de l'eau chaude, même sans avoir soif, après un effort, un exercice ou une forte chaleur, nous sentons l'intérieur de notre corps se relâcher et se détendre. Car l'eau, par nature, est apaisante et ne cause aucune palpitation. Tandis que le vin possède naturellement une fougue considérable et une force ignorant toute bonté, toute bienveillance envers les affections qui viennent de nous frapper. En effet, si l'on craint l'amertume et les aigreurs d'estomac qu'engendre, selon certains, le manque de nourriture, ou si l'on s'indigne, comme les enfants, de ne rien pouvoir manger avant l'accès de fièvre dont on prescrit l'approche, l'eau est un moyen terme parfaitement adapté. De fait, nous offrons souvent à Dionysos lui-même des libations sans vin. Prenons ainsi la louable habitude de ne pas courir sans cesse après le vin pur. Minos, lui, sous l'effet du deuil, a banni des sacrifices des flûtes et les couronnes. Nous savons bien pourtant que les uns comme les autres n'affectent en rien une âme en deuil, mais en cas d'inflammation et de désordre, il n'y a pas de corps, ni aussi si robuste soit-il, auquel le vin ne fasse du tort. Divertissement pour les lettrés. On rapporte que les Lydiens, en temps de famine, mangeaient un jour sur deux et passaient l'autre à se divertir et à jouer aux dés. Le lettré, mélomane, quant à lui, voyant son dîner retardé, retrouva dans un problème de géométrie un petit livre ou une lyre le moyen de ne pas être l'esclave de son ventre. Au contraire, en détournant constamment ses pensées de la table pour les porter sur ces objets, il dispersa ses appétits effrayés, comme les muses mettent en fuite les harpies. Le Scythe, lorsqu'il boit, ne s'empare-t-il pas fréquemment de son arc et n'en fait-il pas vibrer le corde pour animer son courage épuisé par l'ivresse? Et le Grec craindra-t-il ceux qui se moquent de lui lorsqu'il fait plier et détend doucement par des lettres et des livres un désir irréfléchi et implacable? Parlons de jeunes dompteurs en butte aux ruses d'un souteneur qui leur présente des belles lettres, des belles et chères courtisanes. Ménandre dit que chacun baissait la tête et croquait des bonbons. Se tenant sur une grande et craignant les regarder, les lettrés, eux, ne manquent pas les moyens aussi élégants qu'agréables pour charmer leur regard et distraire leur esprit, si toutefois, s'ils ne peuvent contenir autrement la bestialité canine de leur appétit devant une table bien garnie. Quant aux mots des masseurs et aux phrases des maîtres de gymnastique, répétons en toute occasion que l'on gâte la nourriture et que s'on alourdit la tête lorsqu'on disserte en mangeant. Il ne faut guère nous en effrayer, sauf si nous avons l'intention de résoudre le problème de l'Indien ou de traiter de dominant pendant le dîner. Le cœur de palmier est savoureux mais donne, dit-on, de violents maux de tête. La logique, elle, sans être un savoureux régal, dans un repas provoque souvent de bonnes migraines et une sérieuse fatigue. Mais si ces gens-là nous interdisent de rechercher à table d'autres plaisirs que ceux qu'elle offre, de parler de philosophie ou de lire des choses qui, outre leur beauté et leur utilité, possèdent l'attrait de plaisir et l'agrément, nous les prierons de ne plus nous déranger. Nous les inviterons à regagner leur palestre en leur terrain du jeu pour retenir ce discours aux athlètes, qu'ils ont changé en pierre et rendu aussi luisant que les colonnes d'un gymnase. Comme disait le subtil Ariston, après les avoir arrachés à leurs livres et habitués à passer leur journée dans les sarcasmes et les plaisanteries en bas étage, quant à nous, suivons les conseils des médecins qui recommandent de ne jamais dormir tout de suite après le repas. Au lieu d'alourdir aussitôt l'indigestion avec des alimentations crues et qui ferment encore
et qui fermente encore, accorde-lui un temps de répit et de détente après avoir rempli notre estomac de nourriture et comprimé notre souffle. Ceux qui jugent bon de ne pas laisser leur corps dans l'immobilité en sortant de table ne le font pas en s'adonnant à la course ou à la pancrace, mais en se promenant tranquillement en dansant avec mesure. Comme eux, nous estimerons qu'il ne faut pas troubler notre esprit après le repas par des affaires ennuyeuses, des soucis et des joutes sophistiques qui nous font rivaliser d'ostentation et d'excitation. Mais nombre de problèmes traités par les sciences de la nature sont aussi faciles qu'attrayants, et beaucoup de récits débordent de considérations éthiques et de cette joie de l'esprit, comme disait Homère, qui n'ont rien de rebutant. Quand on tend passer à s'occuper d'histoire et de poésie, certains l'appellent, non sans charme, le dessert des savants et des lettrés. Il existe aussi des récits amusants, des contes fabuleux et des propos sur la lyre et la flûte, plus plaisants à échanger qu'un ne lui sont à entendre les sons même de ces deux instruments. On y consacrera le temps qu'en met la digestion pour l'emporter sur la nourriture et s'en rendre maîtresse, une fois celle-ci assimilée après une lente absorption. Après le repas. Aristote estime qu'après une promenade ranime la chaleur, alors que le sommeil l'étouffe. Si l'on a aussitôt se coucher, Dante pense au contraire que le repas facilite la digestion, tandis que le mouvement en perturbe les effets. C'est ce qui a convaincu les uns d'aller se promener dès le repas terminé, et persuader les autres de demeurer tranquilles. On pourra certainement arriver à concilier convenablement l'une et l'autre de ces deux opinions, et gardant le corps au chaud et au calme après le repas, sans laisser la pensée sombrer tout de suite dans la torpeur et l'inaction. On fera ainsi circuler légèrement le souffle, comme je l'ai dit le plus haut, et on allégera, divisant de questions agréables, n'ayant rien de mordant ni de pénible. Éviter émétique et purgatif. Quant à ces répugnants remèdes de la satiété, que sont les vomitifs et les laxatifs, il ne faut recourir qu'en cas d'absolue nécessité, contrairement à tous ceux qui se remplissent le corps pour le vider, puis le vident pour le remplir, s'opposant à cela la nature. La satiété les importune tout autant que le besoin, ou plutôt la réplétion les contraire comme un obstacle à leur jouissance, et ils s'arrangent pour faire un besoin un espace toujours libre pour les autres plaisirs, pour leur plaisir. Ce qu'il y a de nuisible dans un tel comportement saute aux yeux, car l'une et l'autre de ce pratique détraquent le corps et le secouent de convulsions. Les vomissements présentent un danger particulier en cela qu'ils accroissent et entretiennent l'instabilité. Les envies de manger que l'on éprouve deviennent en effet âpres et tumultueuses, comme les rivières dont le cours est coupé, et la nourriture est violemment engloutie, dans un état de frénésie permanente. Ces fins-là ne ressemblent pas à des appétits réclament des aliments, mais à des inflammations qui exigent médicaments et cataplasmes. C'est pourquoi les plaisirs que l'on ressent alors sont fugitifs, imparfaits et s'accompagnent de palpations et de transports violents au moment même où on les satisfait. Ils sont en outre suivis de dilatation, d'obstruction des vaisseaux et de rétention des gaz qui, ne pouvant atteindre leur expulsion naturelle, restent en haut du corps, tout comme un navire qui fait eau de toutes parts a besoin d'être délété de sa cargaison, et non simplement de ce qui est superflu. Les troubles de l'intestin dus aux médicaments, en décomposant et en liquéfiant les matières qui s'y trouvent, favorisent plus la réplétion que la purge. Remplirait-on une ville d'immigrants chiites et arabes, parce qu'on est importuné d'y voir une foule de Grecs? Eh bien, certains se trompent tout aussi lourdement lorsqu'ils veulent expulser des résidus de la nourriture habituelle et introduisent dans leur corps des baies de snide, de la scamonée et d'autres agents extérieurs, inadaptés et violents, qui nécessitent d'être purgés plus qu'ils ne peuvent purger cette nature. Le mieux consiste donc à faire de sorte que le corps gère toujours lui-même, avec mesure, ses ingestions et ses évacuations
avec une hygiène de vie sage et modérée. Si jamais la nécessité nous y contraint, il faut nous faire vomir sans purgatif, sans effort excessif, pour ne provoquer aucun trouble et éviter seulement l'indigestion, en permettant d'expulser tout de suite et facilement l'excès de nourriture. De même que le linge frotté avec la lessive et du savon use plus vite que celui qu'on lave uniquement à l'eau claire, les vomissements provoqués par les médicaments altèrent et détériorisent le corps. Si les intestins se montrent paresseux, le meilleur remède consiste à prendre certains aliments qui les stimulent sans les forcer et dissolvent doucement les matières qui les encombrent. L'expérience de ces mets est d'ailleurs familière à tous et leur usage exempt de toute douleur. Mais si le ventre leur résiste, il faut boire de l'eau pendant plusieurs jours, se mettre à la diète ou recourir au lavement plutôt qu'à des médicaments qui troublent et gâtent l'estomac. Cela n'empêche pourtant pas la plupart des gens de ne pas se ruer sur ces derniers, comme des femmes licencieuses qui usent de remèdes abortifs pour se faire du nouveau fécondé et poursuivre leur vie de plaisir. Éviter les abstinences draconiennes. Mais laissons ces gens-là. D'autres tombent dans l'excès inverse, en s'imposant à des moments précis des diètes régulières et réglées avec soin. Ces enseigner à tort à la nature qu'elle a besoin de restrictions alors qu'elle ne la demande pas. C'est rendre nécessaire une privation qui ne l'est pas à un moment où l'organisme réclame ce qu'il recherche habituellement. Il vaut mieux faire preuve de souplesse dans l'usage de ces châtiments que l'on inflige au corps. En l'absence de tout soupçon et de tout pressentiment du mal, il est préférable, comme je l'ai dit, de soumettre notre régime à des changements constants suivant les circonstances. Il faut éviter de l'asservir ou de l'assujettir à une seule manière de vivre, à un exercice obéissant scrupuleusement à un certain calendrier, à certains rythmes ou à certaines saisons. Car cette rigidité en matière de nourriture, s'abstinence, de mouvement et de repos naît de la contrainte, n'est ni sûre, ni simple, ni digne d'un homme et d'un citoyen. Elle fait plutôt penser à la vie d'une huître ou d'une souche. C'est un comportement qui ne scie qu'à des individus qui sont résolus et limités à une existence retirée, oisifs, solitaires, sans amis et sans gloire, loin des affaires publiques. Et telle n'est pas, disait-il, ma façon de voir les choses. Éviter l'oisiveté et la fatigue. La santé, en effet, ne s'achète pas par l'oisiveté et l'inaction qui sont justement les plus gros maux attachés aux maladies. Il n'y a d'ailleurs aucune différence entre un homme qui penserait garder la santé en passant tout son temps à se reposer sans faire quoi que ce soit d'utile et celui qui vivait les yeux fermés afin de les préserver et cesserait de parler pour ménager sa voix. Car on ne saurait mieux user de notre santé qu'en s'adonnant continuellement à des actions qui profitent à nos semblables. Il ne faut surtout pas croire que l'oisiveté concourt à la santé, si elle détruit le but visé par cette dernière. Il est tout aussi faux s'imaginer que les gens inactifs sont en meilleure santé. Xénocrate n'allait pas mieux que Phocion, et Théophraste n'était pas mieux portant que Démétrios. Quant à Épicure et ses disciples, la fuite devant toute action empreinte d'ambition ne leur servit en rien pour atteindre cet équilibre de l'esprit et de la chair qu'ils louaient sans réserve. Mais il y a d'autres soins encore à ne pas négliger pour conserver l'état naturel de notre corps, puisque toute vie reçoit sa part de maladie et de santé. Notre ami affirmait néanmoins qu'il faut conseiller aux hommes d'État l'inverse de ce que Platon conseillait aux jeunes gens. Celui-ci avait effectivement l'habitude de les quitter en leur disant au terme de ses leçons « Allez mes enfants, tâchez d'employer votre loisir à quelque noble fin. » De notre côté, pourrions-nous conseiller aux hommes politiques d'employer leurs efforts à des entreprises nobles et nécessaires. Nous pourrions les exhorter à ne pas torturer leur corps dans des affaires basses et viles, comme le font la plupart des gens qui se malmènent pour sa futilité, qui s'épuisent à veiller, à courir, à aller et venir sans aucune fin utile ou respectés, animés au contraire par la jalousie, la rivalité, le désir de nuire aux autres ou la recherche d'une gloire stérile et vaine.
C'est principalement à ces gens-là, je crois, que pensait Démocrite lorsqu'il disait que l'âme ne serait pas acquittée si le corps lui a tenté un procès dans les sévices qu'il subit. Théophraste n'est peut-être pas loin non plus de la vérité lorsqu'il affirme sous forme de métaphore que l'âme verse au corps un loyer élevé. Les maux que l'âme inflige au corps sont pourtant plus nombreux encore s'ils n'usent pas de lui de manière raisonnable et ne le traitent pas comme il faudrait. Car lorsqu'elle est prise par ses propres passions, ses luttes et ses soucis, l'âme ne ménage pas le corps. J'ignore ce que poussa Jason à dire « Il faut être injuste dans les petites choses pour se montrer juste pour les grandes. » Mais quant à nous, nous pourrions-nous à bon droit conseiller à l'homme d'État de ne pas s'investir dans les affaires insignifiantes, d'en faire autant un objet de loisir, une occasion de se reposer s'il ne veut plus voir son corps fatigué, affaibli, défaillant, au moment de se livrer à de grandes nobles entreprises. Mais le trouver au contraire réparé par le repos comme un navire en cale sèche. Ainsi, lorsque l'âme l'entraînera de nouveau vers des tâches nécessaires, il pourra courir comme un poulain sevré à côté de sa mère. Ne pas passer d'un extrême à l'autre. Aussi nous faut-il reprendre des forces quand les circonstances le permettent. Ne refusons pas à notre corps une sieste, un repas ou un moment de détente, moyen terme entre la jouissance et la souffrance. Ne suivons pas non plus cette espèce de règle observée par la plupart de ceux qui usent leur organisme à force de changement, comme le fer que l'on trompe chaque fois que l'effort l'a tendu et durement accablé. Le corps ensuite se liquéfie et fonde sans mesure dans les plaisirs. Puis, inversement, une fois que le vin et l'amour l'ont détendu et ramolli, on le pousse au forum, à la cour ou vers quelque travail exigeant un zèle ardent et soutenu. Héraclite, qui souffrait d'hydropisie, demanda à son médecin de faire en sorte que la sécheresse succède aux pluies. Mais la plupart des gens se trompent du tout au tout lorsqu'au milieu des fatigues, des peines et des privations, ils veulent relaxer et amollir leur corps en le livrant plus ou jamais au plaisir, pour ensuite le contracter à nouveau, si l'on peut dire, et le retendre à toute leur force. Car la nature ne recherche aucune compensation de ce genre pour ce qui est du corps. En revanche, la partie de l'âme qui ignore toute retenue et toute éducation, à peine sortie des épreuves, s'arrue avec la même fureur que les marins vers les jouissances et les plaisirs. Puis une fois ces derniers épuisés, elle se précipite de nouveau vers les affaires et les besognes lucratives. Elle ne permet donc pas à la nature d'atteindre le calme et la tranquillité dont celle-ci a besoin, mais la trouble et l'agite par ce manque de régularité. Les gens sensés, eux, ne se proposent au corps aucun plaisir lorsqu'il fournit un effort. Ils n'ont en effet nul besoin, nul souvenir de ces choses-là, puisque leur esprit ne concentre sur ce qu'il y a de beau dans ce qu'ils font, et le zèle ou la joie dans leur âme est rempli et rejette des autres désirs dans l'ombre la plus complète. Tandis qu'un homme de bien venait succomber à la maladie lors de la bataille de Leuctre, Épaminondas eut, dit-on, ce trait d'esprit, par Héraclès. Comment a-t-il trouvé le temps de mourir alors qu'il se passait de si grandes choses? On peut très bien reprendre ce mot pour l'appliquer à quelqu'un qui gère une affaire politique, ou qui médite une question philosophique. Quel temps reste-t-il maintenant à cet homme pour les indigestions, l'ivresse ou la débauche? Mais quand ces gens-là retrouvent le calme après cette affaire, ils laissent leur corps reprendre des forces en lui accordant un peu de repos. Ils se gardent et s'abstiennent des travaux inutiles, mais plus encore des plaisirs qui ne sont pas nécessaires pour la bonne raison qu'ils sont ennemis à la nature. Se connaître soi-même. J'ai entendu dire que Tibère César a déclaré un jour qu'un homme de plus de 60 ans qui tend son bras à un médecin se couvre de ridicule. Ce mot me paraît un peu fort, mais ce qui me semble vrai, c'est que chacun doit connaître la particularité de son propre pouls, car il y a des sérieuses différences entre un individu à l'autre, et que nul ne doit ignorer la construction de son corps en matière de chaleur et de sécheresse. Il faut savoir aussi ce dont l'usage est nuisible ou favorable à sa nature,
car c'est n'avoir aucun idéal de soi-même. C'est habiter son corps en aveugle et en sourd que de recueillir de tels renseignements auprès de quelqu'un d'autre. De demander à son médecin s'il en est meilleure santé en hiver ou en été, si l'on supporte mieux les climats humides ou secs, si l'on a la poule naturellement rapide ou lent. De fait, il est facile d'avoir ce genre d'informations, à condition du moins de s'y attacher et de s'y exercer sans trêve. Quant aux aliments et aux boissons, il faut plutôt connaître ceux qui sont utiles, ceux qui sont agréables, être plus familier ceux qui sont bons pour l'estomac, que de ceux qui flattent le palais, de ceux qui perturbent la digestion, que de ceux qui excitent vivement les papilles. Car il est tout aussi humiliant de s'acquérir auprès d'un médecin de ce que l'on digère plus ou moins facilement, de ce qui constipe ou relâche le ventre, que de s'acquérir de ce qui est sucré, amer ou acide. Les gens de nos jours retracent les erreurs des cuisiniers en distinguant habilement ce qui rend un plat plus sucré, plus salé ou plus acide qu'il ne faudrait. Mais ils ne savent pas discerner par eux-mêmes ce qui sera léger, inoffensif et profitable une fois mêlé à l'organisme. Aussi est-il rare de trouver chez eux un mets mal assaisonné, mais comme ils s'assaisonnent eux-mêmes chaque jour de manière aussi mauvaise que néfaste, ils donnent bien du travail aux médecins. En effet, la sauce la plus douce n'est pas la meilleure à leur goût. Ils y mêlent, en revanche, des ingrédients aigres et amers. Quant à leur corps, ils y font entrer toutes sortes de plaisirs écœurants, soit qu'ils ignorent, soit qu'ils oublient que la nature ajoute à ce qui est sain et profitable. Un plaisir qui n'engendre ni douleur ni regret. Mais il faut garder en tête ce qui est utile et adapté à l'organisme. Par contre, lorsqu'on change de saison et que l'on est confronté à des circonstances différentes, il faut aussi, en toute connaissance de cause, adapter notre hygiène de vie à chacune d'elles. Harmonie de l'âme et du corps. Il n'y a aucune raison de craindre que les hommes de lettres et les hommes d'État à qui nos propos sont destinés connaissent les diverses difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des gens qui peinent pour moissonner et surveiller leur récolte. Ces difficultés, fruits de la bassesse et de la mesquinerie, les conduisent à laisser apparaître le délabrement latte de leur corps. Affaiblis par les nuits sans sommeil et les courses en tous sens, mais il y a dans les lettres et les sciences une autre forme de mesquinerie plus subtile, dont les lettrés et les hommes politiques doivent se garder un esprit de chicane, de minutie, que les force à négliger leur corps et à ne pas les ménager, en l'empêchant souvent de se laisser aller alors qu'il n'est pas loin de succomber. Au lieu de ça, ils contraignent le mortel à lutter avec l'immortel, le terrestre avec le céleste, dans l'idée de faire s'égaler l'âme connaît ensuite la même sort que le bœuf et le chameau de la fable. Le premier disait en effet au second qui partageait ses chaînes sans vouloir alléger son fardeau. Eh bien, tu ne vas pas tarder à me porter, moi aussi, en plus de toute cette charge, ce qui n'est produit lorsque le bœuf mourut. De même, si l'âme refuse encore de se laisser un peu aller et de se relâcher alors qu'il peine et qu'il a besoin de repos, elle en fera bientôt sa proie de la fièvre et des vertiges. Elle se verra contrainte d'abandonner les livres, débats et études pour partager avec lui fatigue et maladie. Platon voyait donc juste lorsqu'il conseillait de ne pas mouvoir le corps sans l'âme, ni l'âme sans le corps, mais de veiller à leur bon équilibre comme à celui d'un attelage. Ainsi, lorsque le corps aide l'âme au plus haut point et l'assiste dans ses travaux, entourons-le dans les plus grands soins et les plus grandes sollicitudes, considérant que le plus beau des bienfaits qui nous offre la santé, ce bel objet de nos inspirations, consiste à pouvoir acquérir et pratiquer librement la vertu dans nos actes et nos propos.